Dans les séances précédentes, mais aussi déjà l'année dernière, j'ai dit que lorsqu'un sujet appréhende un seul et même objet à travers deux dossiers mentaux différents, le sujet peut ne pas se rendre compte qu'il s'agit les deux fois du même objet et par conséquent, le sujet peut éventuellement adopter des attitudes contradictoires vis-à-vis de l'objet en question parce qu'encore une fois, il ne réalise pas que c'est le même. J'ai donné pas mal d'exemples. Notamment, les dernières fois, j'ai parlé du cas de Émile Ajar, Romain Gary, qui sont un seul et même écrivain, mais il y avait des critiques littéraires qui, ignorant évidemment du fait que c'était un seul et même écrivain, avaient des jugements tout à fait opposés concernant l'un et l'autre. Et j'ai donné, enfin, dans le même esprit, l'exemple classique de Frege sur l'étoile du matin et l'étoile du soir. Les Babyloniens pensaient que c'était donc des corps célestes distincts. En fait, c'était un seul et même corps céleste, la planète Vénus, mais ils ne le savaient pas. Donc, eux-mêmes pouvaient adopter, porter des jugements, éventuellement attribuer des propriétés contradictoires. Pas cette année, mais l'année dernière, j'avais mentionné le cas de Superman. C'est un cas du même genre. Il y a Clark Kent, qui est un journaliste un peu gris. Et puis il y a Superman, très flamboyant. En fait, c'est la même personne, mais Lois Lane, qui est la collègue de Clark Kent, évidemment, ignore que c'est la même personne et a des attitudes complètement différentes vis-à-vis de l'un et de l'autre. Et puis, j'ai mentionné, parce que finalement, ça relève de la même catégorie, l'exemple fameux de Perry dans le supermarché qui cherche absolument à rattraper la personne qui est en train de mettre du sucre partout parce que dans son caddie, il y a un sachet de sucre troué et que ça laisse une grande traînée. Et puis, au bout d'un moment, à force de tourner dans le supermarché et de voir la traînée de sucre qui s'épaissit, il réalise soudain que c'est lui-même le client qu'il cherche à attraper. Donc là aussi, Perry a deux dossiers mentaux différents, un sur lui-même, un sur ce client, et il ne se rend pas compte que c'est le même. Et puis, la dernière fois, j'ai mentionné un cas intéressant parce que là, c'est le cas de Paderewski, qui est à la fois un musicien et un homme d'État, dans deux carrières très différentes pour la même personne. Et donc, on pourrait imaginer des gens qui croiraient que ces deux personnes différentes. Ce qui est intéressant, c'est que ce seraient deux personnes qui porteraient le même nom, parce que à la fois le musicien et l'homme d'État sont connus comme étant Paderewski, comme s'appelant Paderewski, mais il y a des gens, ça arrive qu'il y ait plusieurs personnes qui portent le même nom. On verra tout à l'heure un cas de ce genre. Et donc, on pourrait très bien imaginer quelqu'un qui penserait qu'il y aurait deux dossiers mentaux pour les deux Paderewski, disons. Paderewski, le musicien, et Paderewski, le politicien. Donc, on a beaucoup de cas de ce genre. Mais la dernière fois, j'ai, disons, fait un pas de plus par rapport à ces considérations générales sur ce que j'ai appelé les cas frédéens, enfin ce qu'on appelle les cas frédéens. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette expression. Les cas où il y a un sujet rationnel qui, néanmoins, adopte des attitudes contradictoires vis-à-vis d'un seul et même objet parce que le sujet déploie deux dossiers mentaux distincts. Le cas nouveau qui est apparu la dernière fois, c'est un cas où il y a bien deux dossiers distincts sur un seul et même objet et le sujet ne se rend pas compte qu'il s'agit d'un seul et même objet. Mais la particularité de l'exemple des écureuils que j'ai donné et des quelques autres exemples dans la même veine, j'en ai mentionné deux, c'est que là, on a deux dossiers qui ne se distinguent pas, qui ne se distinguent en fait pas du tout par leur contenu, parce qu'ils contiennent pas il n'y a pas d'information dans l'un qui soit distincte du type d'information qu'il y a dans l'autre. L'exemple, je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas été là, c'est un sujet qui voit ce qu'il croit être deux écureuils qui se pourchassent autour d'un arbre. Donc il voit d'abord apparaître un écureuil, il ouvre un dossier mental pour cet écureuil, et puis il voit en apparaître ce qu'il croit être un autre, et il ouvre un dossier mental pour cet autre écureuil, en quelque sorte. Et puis il a ces deux dossiers mentaux sur ces deux écureuils, mais en fait il s'agit d'un seul et même écureuil, donc il n'y en a pas deux. Et les informations qu'il a sur les écureuils, il n'a pas d'informations qui permettent de distinguer l'un de l'autre, il a simplement cette idée qu'il y en a deux. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux dossiers mentaux sont du même type, ils exploitent le même type de relation perceptive attentionnelle à l'objet. Le contenu est le même, écureuil en train de tourner autour de l'arbre pour chassant un autre écureuil, quelque chose comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que dans la
troisième séance, dans le troisième tour, j'ai appelé le flux ou le flot informationnel, semble être le même. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un flot d'informations qui parviennent au sujet et les dossiers mentaux du sujet sont là pour recueillir ces informations et ils exploitent précisément cette relation qui permet à l'information d'arriver. Donc il y a un flot d'informations, il y a cet écureuil que le sujet voit, donc par la perception, il obtient des informations, sauf qu'il croit qu'il y a deux écureuils. Les informations qu'il obtient vont dans ces deux dossiers, mais c'est le même flot qu'exploitent les deux dossiers, parce qu'il y a un seul écureuil et il y a cette relation perceptive entre le sujet et cet écureuil. Il n'y a pas deux flots d'informations distincts. Souvent, on pense qu'on peut distinguer les dossiers dans des cas où le contenu serait le même, par exemple, en disant oui, peut-être, mais ce n'est pas le même flot d'informations. Il y a par exemple deux objets distincts, même si le sujet ne conçoit pas, n'a pas de moyen de se représenter qualitativement leurs différences, il y a quand même deux objets distincts, ou en tout cas, il y a ces deux relations causales qui sont distinguées, mais là, on ne voit pas, enfin, c'est encore une fois un seul flot d'informations. La différence, c'est simplement la différence des dossiers. Il n'y a pas d'autre différence que la différence numérique des deux dossiers mentaux. Donc c'est ça le cas intéressant qui oblige à considérer les dossiers mentaux comme des particuliers mentaux. Et ce que montre ce type d'exemple, donc cet exemple et les deux autres du même genre que j'ai donnés, c'est que le fait que le sujet ait dans son encyclopédie mentale, disons, deux dossiers distincts, deux dossiers numériquement distincts, signifie en principe qu'il y a deux objets distincts auxquels ces dossiers font référence. L'existence de deux dossiers correspond, dans l'esprit du sujet, à l'existence de deux objets. Même s'il n'y a rien dans les dossiers pour distinguer un des objets de l'autre. La seule existence de deux dossiers numériquement distincts correspond à cette idée du sujet qu'il y a deux objets distincts, même s'il n'est pas capable de les distinguer, de dire en quoi l'un se diffère de l'autre. Dans le cas des écureuils, bien sûr, au départ, quand vous ouvrez le second dossier, vous avez l'idée que le second écureuil apparaît après le premier, etc. Il y a des choses pour distinguer l'un de l'autre, mais uniquement dans le contexte immédiat de l'ouverture du dossier, mais c'est très rapidement oublié. Ce n'est pas des choses qui restent forcément dans le dossier. Et donc je parlais d'un moment, disons, où ces éléments d'information-là ont été oubliés et effacés. De même, dans les autres exemples que j'ai donnés, il y avait des choses peut-être pour distinguer dans l'esprit du sujet les deux personnes relativement auxquelles il se représente à travers les deux dossiers mentaux distincts, mais au bout d'un certain temps, ce qui pouvait distinguer l'un de l'autre est oublié et le sujet reste avec dans son esprit deux dossiers mentaux distincts, mais simplement l'existence numérique de ces deux dossiers suffit à ce qu'on puisse dire que le sujet croit qu'il y a deux objets et non pas un seul. Alors, dans la mesure où le fait d'avoir dans son esprit deux dossiers mentaux distincts implique qu'il y a dans le monde deux objets distincts correspondants, et bien ce fait signifie que quand vous vous rendez compte qu'en fait vos deux dossiers correspondent à un seul et même objet, quand vous identifiez, quand vous dites « Ah, mais en fait, cet écureuil, c'est le même », ou quelque chose comme ça, enfin, je ne sais pas comment vous représentez ça, ou dans tous les cas dont on a discuté, quand vous vous rendez compte que les deux dossiers concernent un seul et même objet, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est faire une rectification et fusionner ces deux dossiers en un seul. Il n'y a plus aucune raison d'avoir deux dossiers puisqu'il y a un seul objet. Et que l'idée d'avoir deux dossiers, c'était précisément que ça corresponde à l'existence de deux objets dans le monde. Alors cette idée de fusion des dossiers, c'est une idée dont je parle aujourd'hui et dont je vais en fait, je reparlerai spécifiquement dans 15 jours et peut-être la semaine prochaine je l'évoquerai aussi. C'est une idée importante, c'est une idée que je vais comparer notamment avec une autre idée, une sorte de position rivale sur ce qui se passe quand on identifie, quand on s'aperçoit que deux objets sont le même, qu'est-ce qui se passe. Donc une première idée, c'est que dans ces cas-là, le sujet doit fusionner ses dossiers. C'est une sorte de norme. Et cette norme, elle est associée au philosophe Peter Strawson.
qui est un des pionniers de la théorie des dossiers mentaux, notamment dans un livre de 1974, Sujets et prédicats en logique et en grammaire, mais toujours dans les travaux de Peter Strawson sur la référence, il y a eu toujours cette idée de paquet d'informations. Enfin, il n'a pas toujours utilisé la notion de dossier, mais l'idée était quand même là. Et en tout cas, c'est devenu explicite dans ce livre dont je parle. Et c'est Strawson qui défend cette norme, qui défend l'idée que si un sujet s'aperçoit que deux objets sont le même, ou que ce qu'il pensait être deux objets distincts sont en fait le même, le sujet doit fusionner ces deux dossiers, les deux dossiers qu'il possède sur cet objet, en un dossier unique. Et donc, puisque cette norme a été explicitement mise en avant par Strawson, je l'appelle la norme strawsonienne. Et cette norme suggère à Strawson, c'est dans ce cadre-là qu'il l'a introduite, une analyse très originale des énoncés d'identité. Les énoncés d'identité ont toujours fait couler beaucoup d'encre chez les philosophes. Les énoncés, comme en anglais, on emploie simplement la forme équative, ceci est cela, A est B, l'étoile du matin est l'étoile du soir. En français, on ne pourrait pas dire ça. En français, on est forcé de dire Émile Ajar n'est autre que Romain Gary, où ils sont identiques. Enfin, on est obligé d'utiliser une construction un petit peu compliquée, mais tout ça, c'est les énoncés d'identité, quand on s'aperçoit que deux objets sont le même et qu'on énonce l'identité en disant c'est le même, ils sont identiques, l'un n'est autre que A n'est autre que B, etc. De quelque façon que vous exprimiez cela, on appelle ça un énoncé d'identité. Et ce que dit Strawson, c'est qu'un énoncé d'identité, comme Ajar c'est Gary, on peut le dire aussi de cette façon-là, Ajar c'est Gary, un énoncé d'identité, selon Strawson, c'est très différent d'un énoncé sujet-prédicat ordinaire. Un énoncé d'identité, pour lui, n'énonce pas un fait empirique. C'est curieux, mais c'est quelque chose qu'il dit. Un énoncé qui énonce un fait empirique, c'est un énoncé comme Émile Ajar a écrit La vie devant soi. Ça, effectivement, ça énonce un fait empirique. Ça nous donne une information sur Émile Ajar. Alors qu'un énoncé d'identité, Ajar c'est Gary, selon Strawson, doit se comprendre comme une instruction que le locuteur donne à l'auditeur, instruction de rectifier son encyclopédie mentale en fusionnant les dossiers mentaux associés dans son esprit aux noms Émile Ajar et Romain Gary respectivement. Donc le sujet, l'auditeur, est censé avoir deux dossiers mentaux distincts, et en lui disant Ajar n'est autre que Gary ou Ajar c'est Gary, on l'invite à fusionner ces dossiers. C'est ça, c'est ce que dit Strawson. Et fusionner les dossiers, ou peut-être quelque chose d'un peu plus compliqué. Dans le cas de Ajar et Gary, en fait, ce qu'il faut faire, c'est plutôt intégrer le dossier Ajar dans le dossier Gary, parce qu'il y a, comme j'ai dit, cette relation un peu plus compliquée dans ce cas-là que dans les autres. Dans la mesure où c'est Gary qui a inventé la fiction Ajar, et donc le personnage de Ajar, enfin bon, il y a une relation qui n'est pas simplement l'identité, mais passons là-dessus. Donc, c'est dans le contexte de cette discussion que Strawson introduit l'idée de dossier ou de fichier, de file. En fait, il parle de... Oui, il a la notion de fichier et la notion de fiche qui correspond à ce que j'appelle ici dossier. Strawson parle aussi de notre encyclopédie mentale, notre représentation du monde, et il dit que c'est comme un fichier où il y a des fiches, et il suggère que sur tous les individus, sur tous les objets individuels que nous connaissons, nous avons une fiche, et sur la fiche, il y a les informations dont nous disposons sur l'objet ou l'individu en question. Donc, dans le fichier de l'auditeur, il y a une fiche Romain Gary, il y a une fiche Émile Ajar, il y a une fiche Emmanuel Macron, etc. Là, on ne parle que des individus, des personnes, mais c'est pareil pour les objets. Alors, lorsqu'on apprend quelque chose sur un individu, par exemple, j'apprends que Emmanuel Macron s'est fait vacciner hier, ce qu'on fait quand on apprend ça, selon Strawson, dans le fichier, on prend la fiche Emmanuel Macron et on porte l'information nouvelle, s'est fait vacciner hier, ou peut-être qu'il faudra enlever les indexicaux pour que la fiche soit consommable de façon intemporelle, mais enfin, passons là-dessus. Donc, on a été vacciné le 31 mai, disons, et ayant porté l'information sur la fiche, qui vient s'ajouter aux informations qu'il y avait déjà sur la fiche. Il y avait déjà plein d'informations.
On ajoute cette information parce qu'on a appris quelque chose et on remet la fiche dans le fichier. C'est ça ce qu'on fait avec un énoncé empirique ordinaire qui nous apporte une information sur un objet sur lequel on a déjà une fiche, c'est-à-dire déjà une sorte de dossier mental avec des informations. Il dit aussi que si ce que nous apprenons sur un individu, c'est quelque chose de relationnel, c'est-à-dire qu'il entretient cet individu une certaine relation avec un autre individu. Par exemple, on apprend que Emmanuel Macron est marié avec Brigitte Macron, donc c'est une information relationnelle, supposons qu'on ne savait pas ça avant, donc on l'apprend. Dans ce cas, ce qu'on fait selon Strawson, c'est qu'on sort les fiches des deux individus concernés, Emmanuel Macron, Brigitte Macron, en supposant qu'on ait eu déjà une fiche. Bon, évidemment, vous me direz, c'est pas très cohérent tout ça, parce que si on avait déjà une fiche Brigitte Macron, c'est sans doute qu'on avait déjà cette information-là, mais passons, prenez un autre exemple si vous voulez. En tout cas, quand on apprend un élément d'information de type relationnel, on extrait du fichier les deux fiches correspondant aux individus, et sur chacune des fiches, on porte l'information relationnelle. Donc sur la fiche Emmanuel, on met marié avec Brigitte. Sur la fiche Brigitte, on met marié avec Emmanuel, quelque chose comme ça. Bon, il y a des complications possibles. En tout cas, c'est ce qu'on fait avec les énoncés relationnels ordinaires selon Strawson. Et une fois qu'on a fait ça, on remet les deux fiches dans le fichier. On a mis à jour notre fichier de cette façon. Mais il y a un troisième type de cas, c'est ça qui est intéressant, selon Strawson, c'est que si ce que nous apprenons, c'est que A et B, les deux personnes, ne sont qu'une seule et même personne, donc nous apprenons que Superman et Clark Kent, en fait, c'est la même personne. Clark Kent, c'est Superman, c'est lui qui revêt sa cape, va se cacher pour revêtir sa cape et s'envole pour combattre les méchants ou sauver les personnes en danger, etc. Si on s'aperçoit que c'est une seule et même personne, parce qu'un énoncé d'identité nous l'a appris, Superman n'est autre que Clark Kent, ton collègue, quelqu'un pourrait dire ça à Lois Lane. Dans ce cas, ce que dit Strawson, c'est que, comme pour les énoncés relationnels, nous extrayons du fichier les deux fiches, la fiche Superman, la fiche Clark Kent, mais la différence, c'est que nous ne le remettons pas dans le fichier après avoir porté des informations. On ne porte pas d'informations dans ce cas-là. C'est quelque chose de complètement différent qui se passe. Ce qui se passe, c'est que on porte toutes les informations qui sont présentes sur chacune des deux fiches sur une troisième fiche, on crée une nouvelle fiche, on réunit toutes les informations qu'on avait sur les deux fiches. Évidemment, il y a un petit problème s'il y a une incohérence, comme dans les exemples de cas fréliens. S'il y a une incohérence, il faut rendre la chose cohérente, donc il faut éventuellement enlever un élément d'information qui introduit une incohérence ou quelque chose comme ça. Donc il y a un petit travail à faire, mais imaginez un cas où il n'y a pas d'incohérence pour simplifier. Vous aviez des informations sur une certaine personne, vous aviez des informations sur une autre personne, puis vous apercevez que c'est la même personne. À ce moment-là, vous portez toutes les informations qui étaient sur vos deux fiches, vous les mettez sur une troisième fiche. Sur la troisième fiche, vous mettez, je ne sais pas très bien quel nom vous allez associer, quelle est l'étiquette, je ne sais pas très bien ce que Strawson dit là-dessus, mais bon. En tout cas, vous créez une troisième fiche qui est la fiche sur cet individu unique, dont vous savez maintenant que c'est lui qui existe et qu'il n'y a pas ces deux individus distincts dont vous croyez jusqu'à présent qu'ils existaient. Et ayant fait cette fiche, vous déchirez, vous supprimez vos deux anciennes fiches, et ce que vous remettez dans le fichier, c'est la nouvelle fiche, la fiche inclusive, celle qui contient toutes ces informations, celle sur Gary/Hajar, si vous voulez. Donc ce qu'il dit, c'est pour ça qu'il dit qu'un énoncé d'identité, ce n'est pas un énoncé qui nous donne des informations sur un objet. C'est plutôt un énoncé qui nous force à restructurer notre encyclopédie mentale et à remplacer deux fiches que nous avions par une fiche unique. Donc il s'agit plutôt de changer la façon dont nous nous représentons les choses plutôt que d'ajouter du contenu. Ce n'est pas une question de contenu, le contenu ne change pas. C'est la façon dont il est distribué qui change. Au lieu d'être distribué sur deux fiches distinctes, il est distribué sur une seule fiche. Encore une fois, fiche pour Strawson correspond à cette idée de dossier mental. Donc au lieu de deux dossiers mentaux, le sujet qui est face à une identité, qui identifie deux objets, qui s'aperçoit, qui on dit par exemple que les deux objets sont le même au moyen d'un énoncé d'identité,
ce sujet doit transformer les choses en remplaçant les deux fiches ou les deux dossiers mentaux par un seul et même dossier mental contenant toutes ces informations qui se trouvaient réparties dans les deux dossiers mentaux. Donc la norme de Strawson nous dit qu'il faut faire ça quand vous apprenez une identité. Alors, ce n'est pas tout ce que nous dit la norme de Strawson, parce que de même que deux dossiers doivent fusionner s'il apparaît qu'ils se rapportent au même objet, comme dans les cas fréliens, tous les cas que j'ai mentionnés tout à l'heure, de la même façon, un dossier doit être scindé lorsqu'on s'aperçoit qu'il se rapporte à deux objets distincts, comme dans les cas correspondant à ce que j'appelle la confusion. Les cas de confusion, c'est un peu le contraire des cas fréliens, ce sont les cas où, alors qu'il y a deux objets distincts dans le monde, vous avez un seul et même dossier mental. Je dis le contraire des cas fréliens, parce que avec les cas fréliens, vous avez deux dossiers mentaux, mais il y a un seul objet dans le monde. Je dois dire que c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent de moi-même. J'ai l'expérience de ça, de m'apercevoir que j'ai mis dans un seul et même dossier mental des informations sur deux personnes différentes. Ça arrive assez souvent. John Perry discute de cas de ce genre, et notamment dans un ouvrage relativement récent, il a l'exemple, c'est manifestement un exemple réel, il rapporte un exemple de sa propre vie, donc lui il est professeur d'université, donc il a des étudiants, il a aussi des assistants pour l'aider, il y a beaucoup d'étudiants pour l'aider à encadrer les étudiants, etc. Et parmi ces étudiants, Perry nous dit qu'il a une nommée Helen Van Slyke, et qui posait un peu une énigme pour lui, parce que cette Helen Van Slyke avait des propriétés comme d'être extrêmement brillante selon l'assistant, donc quelqu'un que l'assistant lui a signalé comme étant quelqu'un de plutôt exceptionnel, mais aussi quelqu'un dont il l'a rencontré, et à ce moment-là, l'étudiante lui a fait part de son inconfort, son incertitude de réussir les examens, ses doutes quant à la possibilité pour elle de continuer dans cette voie, etc. Ce qui est curieux pour quelqu'un de particulièrement exceptionnel dans le domaine. Donc, il pensait que c'était quelqu'un de peut-être de très particulier psychologiquement, très peu sûr d'elle-même, puisque c'est quelqu'un qui est à la fois très brillant et qui en même temps pense ne jamais pouvoir réussir. Et en fait, au bout d'un moment, il s'est rendu compte, en fait, et la cohérence a été rétablie, il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait deux étudiantes Helen Van Slyke. Ça, c'est un peu curieux, parce que ça paraît un nom quand même pas si répandu que ça, mais en tout cas, il y avait, nous dit-il, en fait, deux étudiantes distinctes. Il y avait une étudiante très brillante dont l'assistant lui avait parlé, mais que lui n'avait jamais rencontrée en tête-à-tête pendant ses heures de réception des étudiants. Donc c'est une étudiante qui était dans la foule des étudiants et lui-même ne la connaissait pas individuellement, mais il en avait entendu parler par l'assistant. Il ne l'avait pas encore rencontrée, lui. Et puis, il y avait une autre étudiante que lui avait rencontrée, qui lui avait fait part de ses difficultés, qui lui avait demandé un report de délai, etc., des choses de ce genre. Et ce n'était pas la même personne. Et lui, c'est par erreur, et sans doute à cause du nom. Alors, on pourrait changer l'exemple. Là, je pense que c'est un exemple réel, donc on garde son exemple où il y a ce nom. Mais on pourrait imaginer que le nom n'est pas tout à fait le même, mais suffisamment sonne de la même façon pour que lui, il ait fabriqué un seul dossier mental avant de s'apercevoir peut-être un jour, en regardant ces listes d'inscrits, peut-être à ce moment-là, il s'aperçoit que c'est deux personnes différentes. Mais bon, c'est typiquement un cas de confusion. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas de confusion? Ce que nous dit Perry, c'est que c'est très évident ce qu'il faut faire. Il faut prendre le dossier et puis le scinder en deux, avoir deux dossiers, un dossier sur une personne, un dossier sur l'autre personne. Évidemment, ce n'est pas toujours facile. C'est ça que nous dit Perry. En fait, Perry nous distingue trois cas de ce genre de choses. Il nous dit qu'il y a des cas où c'est très facile à faire. Il y a juste un petit ajustement à faire pour rétablir les choses. Il y a les cas où ce n'est pas si facile parce qu'il y a eu pas mal d'informations qui s'est mélangées dans ce dossier, mais il y a moyen, en quelque sorte, de retrouver rationnellement quelle est l'information qui relève d'une des personnes et quelle est l'information qui relève de l'autre. Là, par exemple, c'est assez facile de faire cette répartition. Et puis, il y a les cas dont Perry nous dit que ce sont les cas sans espoir. Ça fait longtemps que vous accumulez dans un dossier unique toutes les informations qui, en fait, concernent deux personnes différentes et il n'y a aucun moyen
de sortir de là parce que les informations sont mélangées. Il n'est pas vraiment possible en principe de découvrir pour toutes ces informations que vous avez dans le dossier lesquelles concernent une des personnes, lesquelles concernent l'autre. En fait, le dossier ne sert à rien. Le dossier est vicié à la base et ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est repartir à zéro, en quelque sorte. C'est ça qu'il nous dit. Dans le cas des cas fréliens, quand vous avez deux dossiers sur la même personne ou sur le même objet, ça ne vous empêche pas de faire référence à cet objet à travers l'un dossier ou l'autre. Vous pouvez faire référence en employant, enfin, Lois Lane peut faire référence à Clark Kent en disant Clark Kent, ou en pensant à travers son dossier mental Clark Kent. Comme Clark Kent et Superman sont le même individu, en fait, en pensant à Clark Kent, elle pense aussi, mais sans le savoir, à Superman. Elle peut aussi penser à Superman à travers son dossier Superman. En fait, quand elle pense à Superman, sans le savoir, elle pense à Clark Kent, puisque Clark Kent et Superman, c'est la même personne, évidemment, donc elle ne le sait pas. En tout cas, en déployant ces dossiers mentaux, elle peut faire référence à ces individus, donc à cet individu unique qui correspond aux deux dossiers mentaux. En revanche, dans les cas de confusion, c'est les cas où vous avez un dossier mental pour deux individus ou deux objets différents, eh bien, ce n'est pas tout à fait clair que dans ces cas-là, vous pouvez faire référence. Parce que il y a deux objets distincts, vous avez un dossier mental unique, et donc quand vous déployez ce dossier mental, à qui est-ce que vous faites référence? Aux deux personnes, c'est un peu bizarre parce que normalement il y a une sorte de présupposition d'unicité. Quand vous faites référence, vous présupposez qu'il y a un objet et un seul, c'est à lui que vous êtes en train de faire référence. Donc ça rejoint un point que j'ai soulevé dans une séance précédente à propos de l'exemple Wally et Zach, où l'un dit à propos de quelqu'un, il a besoin d'une coupe de cheveux, et l'autre regarde quelqu'un d'autre, pense que c'est de lui que parle la personne qui vient de dire ça, et dit oui, c'est vrai, il en a bien besoin, avec le il de il en a bien besoin, qui fait référence à la personne que la seconde interlocuteur est en train de regarder, mais tout en présupposant que c'est le même que l'autre, et donc là, il semble qu'on ait une tentative de référence qui, en fait, bifurque et va vers deux objets distincts. Et dans ces cas-là, en fait, ce que moi je suis tenté de dire, c'est qu'on échoue, la référence échoue dans ces cas-là. On ne réussit pas à faire véritablement référence à un objet particulier quand on est dans la confusion et quand il y a deux objets distincts qui correspondent à notre intention. Mais j'en reparlerai plus tard de ça. Donc, la conception strawsonienne, donc celle que je viens d'exposer rapidement, à propos avec cette norme, que si on s'aperçoit que deux objets sont le même, on doit fusionner nos dossiers. Cette conception postule une sorte de correspondance globale entre l'encyclopédie mentale du sujet, d'un côté, avec ses dossiers, et puis de l'autre, le monde auquel cette encyclopédie se rapporte. Et cette correspondance passe par un appariement entre les objets du monde et les dossiers dans l'esprit. On peut généraliser la norme strawsonienne, enfin on peut la présenter de la façon suivante. La norme strawsonienne, c'est simplement l'idée, si vous avez deux dossiers pour un même objet, fusionnez-les. La norme généralisée nous dit qu'au final, dans notre encyclopédie mentale, pour un objet, il doit y avoir un dossier. Un objet, un dossier. Il doit y avoir cette correspondance-là. On ne doit pas avoir les cas où vous avez deux dossiers pour un même objet ou deux objets pour un même dossier. Donc c'est pourquoi certains dossiers doivent être fusionnés, d'autres dossiers doivent être scindés pour obéir à cette norme. Alors cette conception, donc, qui est celle de Strawson, la philosophe Ruth Millikan a souligné qu'elle engage une certaine conception de la façon dont l'identité est représentée dans l'esprit. Ce qui, dans l'esprit, représente l'identité numérique d'un objet, c'est, en fait, l'identité numérique du dossier mental qui, dans l'esprit, représente cet objet. Donc il y a une sorte de dichonicité de la représentation de l'identité. C'est l'identité du symbole mental qui représente l'identité de l'objet, en quelque sorte. L'identité numérique du symbole mental correspond et représente l'identité numérique de l'objet que le symbole représente. Et j'y reviendrai en rapport avec Wittgenstein qui défendait aussi une idée de ce genre. En tout cas, il y a un passage de Millikan où elle dit cela à propos de la conception de Strawson. Elle dit
dans la conception straussonienne, l'identité d'un particulier est représentée dans l'esprit par l'identité d'un autre particulier, donc le particulier mental, le dossier mental qui est un particulier, comme je vous disais. Pour autant que vous n'ayez pas fait d'erreur, tout ce que vous croyez à propos de votre mère est attaché à la même représentation mentale de votre mère, représentation mentale qui est elle-même un particulier dans l'esprit. Votre compréhension du fait que toutes ces choses que vous savez sur elle se rapportent à la même femme consiste dans le fait que les représentations de toutes ces choses sont attachées au même particulier mental qui représente votre mère dans votre esprit. Donc elle, au lieu de parler de dossier, elle parle de points à quoi sont associées toutes les informations, mais enfin, avec l'idée de dossier, vous avez ces dossiers mentaux qui sont des particuliers dans l'esprit, et vous avez toutes les informations dans le dossier mental, et ce qui représente le fait que toutes ces informations sont des informations sur votre mère, c'est le fait qu'il y a un seul et même dossier mental qui est le réceptacle pour toutes ces informations. Millikan appelle cela le modèle straussonien de la façon dont l'identité est représentée dans l'esprit. Et comme je disais, c'est aussi un modèle qu'on trouve chez Wittgenstein, et j'en dirai un mot la semaine prochaine. Alors, ce modèle straussonien, je voulais le présenter parce qu'aujourd'hui, je vous parle justement de l'identité, des identifications, et un peu plus tard, je vous parlerai de coréférence. Ce modèle straussonien entre en conflit, il me semble, avec la perspective de Frege, celle que j'ai épousée jusqu'à présent, perspective selon laquelle il est normal qu'un même objet puisse être représenté sur plusieurs modes de présentation différents. Les dossiers mentaux correspondent aux modes de présentation, à la façon dont on se représente les objets. Parce que les modes de présentation, pour Frege, correspondent à différentes facettes de l'objet. Un objet individuel possède plein de facettes. Et les modes de présentation correspondent à des représentations de l'objet sous une facette ou sous l'autre. Et on peut se rendre compte que c'est le même objet qui a ces différentes facettes, ou on peut ne pas s'en rendre compte. Donc ça correspond au cas freudien, etc. Dans la théorie que j'ai présentée, c'est une variante. Ce n'est pas exactement comme Frege. Pour Frege, les facettes de l'objet, c'est surtout les propriétés que possède l'objet. Dans la théorie que je vous ai présentée, la pluralité des modes de présentation correspond plutôt à la pluralité des relations que le sujet entretient avec l'objet. C'est ça qui est mis en avant dans cette idée que les dossiers mentaux exploitent et sont fondés sur certaines relations aux objets. Mais enfin, ce n'est pas très important. Quelle que soit la façon dont on conçoit les modes de présentation, il semble, je dis il semble parce que là je veux problématiser tout ça, il y a ces deux conceptions qui s'opposent et je veux discuter sur plusieurs séances, discuter des termes de ce débat. Donc, ce qu'il semble, c'est que le processus d'identification qui a lieu quand vous vous rendez compte que ce que vous vous représentez sous deux modes de présentation différents, à travers, disons, des facettes différentes, sont en fait un seul et même objet qui possède ces différentes facettes, ce qui se passe dans le processus d'identification, quand vous vous rendez compte que deux objets sont le même, c'est que vous vous représentez, quand vous identifiez les deux objets, vous vous représentez l'objet simultanément sous ces deux modes de présentation distincts. Vous vous rendez compte que l'objet qui est tel et tel, c'est le même que l'objet qui est tel et tel, si je puis employer une telle expression. Donc un exemple. Dans les exemples, il y a beaucoup d'exemples impliquant des miroirs, mais donc vous pouvez, un individu, donc il y a un miroir à côté de lui, il peut un instant être surpris de voir quelqu'un à côté de lui avant de se rendre compte que c'est lui-même et que c'est un miroir. Quand il se rend compte que c'est lui-même, selon cette conception, encore une fois, je ne présente pas, je présente une certaine conception, ça ne veut pas dire que je l'accepte, mais selon cette conception qui correspond à la perspective freudienne, quand je m'aperçois que c'est moi, je me représente un seul et même individu simultanément comme étant moi-même et cette personne que je vois dans le miroir. C'est ça qui se passe quand je m'identifie à cette personne dans le miroir, quand je m'aperçois que c'est moi. Ça veut dire que j'ai ces deux perspectives simultanément sur l'objet et je m'aperçois que ces deux perspectives, ces deux facettes correspondent à un seul et même objet. Et dans la mesure où je suis conscient qu'il s'agit d'un seul et même individu, la pluralité des modes de présentation en jeu, ici, ne pose pas de problème, contrairement à ce que
suggère la norme straussonienne. Et donc, dans la perspective freudienne, c'est normal, puisque les modes de présentation correspondent à des facettes de l'objet, ou peut-être à des relations différentes où le sujet se trouve avec l'objet, c'est normal qu'on puisse penser à l'objet sous plusieurs modes de présentation. Et quand on identifie un objet, quand on s'aperçoit que deux objets sont le même, ce qui se passe, c'est que simultanément, on pense à un objet unique simultanément sous les deux modes de présentation, en étant conscient du fait que c'est un seul et même objet sous ces deux modes de présentation. C'est ça l'identification dans la perspective freudienne. Ce n'est pas tout à fait ce que dit Strawson. Ce que dit Strawson, c'est qu'on ne peut pas avoir, on ne doit pas avoir deux représentations distinctes du même objet. Si on s'aperçoit que c'est le même objet, eh bien, on doit fusionner, on doit avoir une seule représentation. Alors, dans la perspective freudienne, les représentations correspondent à, encore une fois, certaines perspectives sur l'objet, certaines facettes, et on peut très bien simultanément se représenter l'objet comme correspondant à ces différentes perspectives ou ces différentes facettes. Et ce que ça veut dire, c'est que si vous prenez cette perspective freudienne, si vous adoptez ce point de vue, vous n'allez pas être très content avec cette idée de Strawson que quand vous apercevez que deux objets sont le même, vous devez absolument fusionner vos dossiers. Parce qu'après tout, pourquoi ne pas garder des dossiers distincts qui correspondent justement aux différentes facettes? À partir du moment où vous vous rendez compte que c'est le même objet, où est le problème? Donc, les théoriciens qui font jouer aux dossiers mentaux le rôle de mode de présentation au sens de Frege, c'est-à-dire justement des gens comme John Perry ou comme moi-même, dans les travaux que j'ai consacrés à cette idée de dossier mental, les travaux antérieurs, parce que c'est un point sur lequel j'ai évolué. En tout cas, les théoriciens qui font jouer aux dossiers mentaux le rôle de mode de présentation ont substitué à la norme strawsonienne, à l'idée qu'on doit fusionner les dossiers, une exigence moindre. L'idée, c'est que si vous vous rendez compte que deux dossiers mentaux se rapportent au même objet, ce que vous devez faire, ce n'est pas tellement les fusionner, mais c'est les lier. Les lier, c'est faire quelque chose comme ça. Vous avez le dossier 1 et le dossier 2. Si vous vous apercevez que c'est un seul et même objet, ce que vous devez faire, c'est lier ces dossiers de telle sorte que les informations puissent circuler librement entre un dossier et l'autre. Donc, si vous avez des informations sur l'objet dans le dossier 2, d'autres informations dans le dossier 1, par le fait de les lier, vous faites que l'information va circuler. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous vous débarrassez de vos dossiers, comme dans l'idée strawsonienne qu'on s'en débarrasse. Et je vais donner peut-être un exemple. La dernière fois, je vous ai parlé du dossier « moi », le dossier que nous avons sur nous-mêmes, et j'ai dit que le dossier sur soi-même, moi, je, ego, que ce dossier contient les informations sur soi-même qu'on obtient de l'intérieur, que c'est des informations qui vont automatiquement dans ce dossier « moi », parce que ça ne peut être, ces informations-là ne peuvent être que sur nous-mêmes. Les informations que j'obtiens par la proprioception sur la position de mes membres, par l'introspection sur ce qui se passe dans mon esprit, par le souvenir sur mes expériences passées, etc. Tout ça, c'est des informations que j'ai de l'intérieur sur moi-même. Et ces informations vont automatiquement dans le dossier « moi ». Mais comme j'avais parlé de ça l'année dernière, il y a un auditeur à la fin de la séance qui avait fait remarquer, et comme le Covid avait interrompu les séances, je n'avais pas pu reprendre ce point la fois suivante, mais un auditeur avait fait remarquer que dans notre dossier sur nous-mêmes, on n'a pas que des informations qu'on obtient de l'intérieur. Il y a plein de choses que j'ai dans mon dossier sur moi-même qui sont des choses que j'ai apprises de la bouche, par exemple, de mes parents, que j'ai appris pas du tout de l'intérieur. Par exemple, comment s'est passée ma naissance, ou même quand je suis né, l'année de ma naissance, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris de l'intérieur. C'est des informations qu'on apprend comme on les apprendrait sur quelqu'un d'autre. Et la raison pour laquelle ces informations se retrouvent quand même dans mon dossier « moi », c'est que je sais que ces informations portent sur un enfant, mes parents me parlent d'un enfant, dont je sais que c'est moi. Je sais que l'enfant dont ils parlent, ou celui dont ils décrivent la naissance, c'est moi. Et c'est parce que je sais que c'est moi,
même si ces informations ne me parviennent pas de l'intérieur, comme je sais qu'elles me concernent, je les mets dans mon dossier moi. Et donc il y a deux types d'informations qui vont dans le dossier moi. Il y a les informations qui vont automatiquement dans le dossier moi parce qu'elles parviennent à travers ces canaux épistémiques très spécifiques en première personne qui nous renseignent sur nous-mêmes et ne peuvent nous renseigner que sur nous-mêmes. Donc ça, c'est des informations qui forment en quelque sorte le cœur de ce dossier moi. Mais tout autour, vous avez toutes les informations qui vous parviennent d'une autre façon, mais pour lesquelles vous savez qu'elles concernent, ces informations, l'individu que vous êtes. Donc vous avez une connaissance qu'on peut représenter ici. Vous avez un exemple. Supposez que cette photo-là, que je sache que c'est une photo de moi enfant et que voyant cette photo, j'apprenne donc que je portais une robe quand j'étais petit, parce que cet enfant ici porte une robe. Il y a une sorte de raisonnement. Ce que je vois la photo, je vois que cet enfant porte une robe. Et en rouge, c'est l'identité que je connais. Je sais que je suis cet enfant sur la photo. Et donc, du coup, j'apprends que j'ai porté une robe quand j'étais enfant. Et cette information, j'ai porté une robe quand j'étais enfant, donc peut aller dans mon dossier moi. Mais c'est une information dont la véracité dépend de l'identité, c'était marqué en rouge. Le fait que je sois l'enfant sur la photo, c'est quelque chose que je sais, que je crois, mais ça pourrait être faux. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que les autres informations, les informations que j'obtiens de l'intérieur, elles ont une autre propriété, c'est que quand j'apprends de l'intérieur par la proprioception que mes jambes sont croisées, ça peut être faux au sens où, par exemple, je pourrais avoir été amputé des deux jambes et avoir une hallucination, comme ont, paraît-il, les amputés avec l'illusion du membre fantôme, etc. Ou peut-être que mon système nerveux dysfonctionne de telle façon que j'ai ces sensations qui en fait ne correspondent à rien. Mais ce qu'a fait remarquer Wittgenstein et après lui Schumacher, dans une littérature qui porte sur le phénomène de l'immunité aux erreurs d'identification, c'est que les informations acquises de l'intérieur sont immunisées à un certain type d'erreurs. Précisément le genre d'erreur qu'il peut y avoir dans l'autre cas. Dans l'autre cas, j'ai mentionné que peut-être qu'en fait, il y a une erreur sur la personne, que la photo que je vois, ce n'est pas une photo de moi, je me suis trompé, c'est la photo de quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui a porté une robe quand il était enfant, ce n'est pas moi. Ça peut se passer. Mais dans le cas où il y a une information que vous avez acquise de l'intérieur, comme par exemple le fait que vous avez les jambes croisées, ou le fait que vous êtes allé à Venise par le train, si vous avez un souvenir du voyage, de la lagune apparaissant à travers la fenêtre du train à l'arrivée, etc., vous avez ces souvenirs-là. Dans tous ces types de cas-là, il y a un type d'erreur qui ne peut pas se produire. Il se peut que ce soit un faux souvenir, en fait, vous n'y êtes jamais allé, vous avez rêvé ça, c'est possible. Il se peut, dans le cas de la proprioception, comme je disais, que votre système nerveux dysfonctionne ou que vous soyez amputé, etc. Donc, ce n'est pas que l'information est forcément véridique, mais c'est qu'il y a un certain type d'erreur qui ne peut pas se produire. Ce qui ne peut pas se produire, c'est que ce ne soit pas vous, mais quelqu'un d'autre qui ait les jambes croisées. Quand vous sentez de l'intérieur que vous avez les jambes croisées, c'est une information sur vous-même, elle vaut ce qu'elle vaut, cette information, mais ça ne peut être que sur vous-même, ça ne peut pas être une information sur quelqu'un d'autre. Alors que par contre, quand vous voyez la photo de l'enfant en robe, ça peut être une information sur quelqu'un d'autre. Ça peut vous montrer qu'une certaine personne, qui en fait n'est pas vous, portait une robe. Mais quand vous vous souvenez du voyage à Venise et de la perception de la lagune à travers la fenêtre du train, il y a un truc qui n'est pas possible, c'est que
c'est que vous vous trompiez au sens où ce n'était pas vous, c'était quelqu'un d'autre. Non, si c'est un souvenir, c'était forcément vous. Peut-être que le souvenir est un faux souvenir, mais ça ne peut être que vous, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. C'est exactement ce qui se passe là avec l'immunité aux erreurs d'identification qui correspond à la réalité des choses. C'est précisément ce qui est mis en cause dans ce dont je vous ai parlé, je crois, la dernière fois, quand j'ai évoqué l'idée de quasi-souvenir, qui est une idée de science-fiction. C'est l'idée que précisément on pourrait avoir des souvenirs qui nous viendraient de quelqu'un d'autre. Auquel cas, quand on se souvient d'avoir vu Venise à travers la fenêtre du train le matin en arrivant, ce serait peut-être le souvenir de quelqu'un d'autre. Auquel cas, on fera une erreur sur la personne. Ce n'était pas nous, c'était l'autre. Mais dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les informations obtenues de l'intérieur sont nécessairement sur nous-mêmes. Encore une fois, qu'elles soient vraies ou fausses, véraces ou non, ce n'est pas la question. Il ne peut pas y avoir d'erreur sur la personne, spécifiquement sur la personne. Et donc, enfin bon, je ne vais pas développer ça, mais donc il y a vraiment cette différence entre les informations qui nous parviennent par un certain canal, qui vont dans le dossier moi, qui forment le cœur de ce dossier, et qui sont forcément sur soi-même, et d'autres informations qui vont dans le dossier moi parce que le sujet réalise qu'il est la personne que ces informations concernent, mais cette identité, je suis l'enfant sur la photo par exemple, cette identité pourrait être fausse. Et donc dans ce type de cas, ce qui se passe, c'est précisément qu'on a le dossier moi qui sert de réceptacle pour toutes ces informations acquises de l'intérieur. Et puis, il y a la photo, donc on voit cet enfant sur la photo, et on voit des choses, il porte une robe, etc. Et puis, parce qu'on sait que c'est nous, cet enfant, parce qu'on a des raisons de penser que cet enfant, j'ai des raisons de penser que cet enfant, c'est moi, que ces photos, ça se trouve dans une boîte où se trouvent des photos de moi enfant, donc je pense que cet enfant, c'est moi. Donc on a cette identité, je suis l'enfant sur la photo, et parce qu'on a cette identité, on lit le dossier cet enfant et le dossier moi. Cet enfant, c'est moi, on lit les deux dossiers, et puisqu'on lit les deux dossiers, les informations dans le dossier cet enfant, comme porte une robe, vont dans le dossier moi, et je peux inférer que je portais une robe quand j'étais enfant. Bon. Donc ça, c'est l'idée que quand on apprend une identité, on ne fusionne pas les dossiers, mais on les lit. Et ça donne un peu le même résultat, puisque l'information peut circuler, mais enfin, on a quand même les deux dossiers. Quel est l'avantage de la liaison? Je vais consacrer une séance entière dans 15 jours sur liaison ou fusion. J'en parlerai. Mais là, je voudrais quand même donner une indication sur les raisons pour lesquelles les théoriciens dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire Perry et moi-même, ces théoriciens ont proposé de remplacer cette idée de fusion, considérée comme trop exigeante, par quelque chose de moins exigeant, qui est simplement la liaison. On garde les dossiers, mais on les lit de sorte qu'ils forment une sorte d'unité, mais où il y a quand même l'individualité des deux dossiers. Un des avantages de cela, en tout cas que John Perry a mis en avant, c'est que la liaison est une opération réversible, contrairement à la fusion. Quand vous fusionnez des dossiers, vous avez deux dossiers distincts, vous mettez tout ensemble, vous créez une nouvelle fiche, comme dit Strawson, et vous déchirez les anciennes fiches. Vous n'avez plus les anciennes fiches, vous n'avez que la nouvelle. Si vous vous apercevez que en fait, c'était une erreur, qu'en fait, ce n'était pas le même objet, donc on vous a dit c'est le même objet, vous avez cru c'est le même objet, si vous avez fusionné, après vous vous retrouvez dans la situation du cas de confusion, où vous avez un seul dossier avec un mélange d'informations et vous ne savez plus quoi faire. Tandis que si vous avez gardé vos deux dossiers, et que vous vous apercevez après que en fait, ce n'était pas le même objet, c'est facile, vous enlevez le lien entre les deux, mais vous avez quand même vous avez gardé les deux dossiers. Et un autre avantage qui est en fait le plus fondamental et dont je reparlerai, c'est que quand vous avez deux dossiers distincts, alors même que vous savez que c'est un seul et même objet, vous pouvez communiquer plus facilement, épouser plus facilement la perspective des gens qui, eux, ne connaissent pas l'identité. Donc, par exemple, même pour leur apprendre qu'il s'agit d'un seul et même objet, c'est pratique d'avoir soi-même deux dossiers, même si vous savez que c'est le même objet, parce que vous pouvez dire, par exemple, à quelqu'un, dans le cas de l'étoile du matin et de l'étoile du soir, dont Hespérus et Phosphorus, pour reprendre des noms anciens, vous pouvez dire à la personne, à un babylonien qui croit que c'est un seul et même corps céleste, vous dites non, Hespérus n'est autre que Phosphorus, c'est le même objet. En employant ces mots distincts, vous déployez en quelque sorte par procuration des dossiers mentaux distincts, mais vous savez bien que c'est le même objet. Vous avez un dossier en quelque sorte inclusif sur la planète Vénus.
Mais vous avez quand même gardé vos deux dossiers correspondant à la perspective de quelqu'un qui, lui, n'est pas au courant. Et c'est très pratique quand il s'agit de communiquer avec de telles personnes, ou simplement de les comprendre. Donc c'est un point sur lequel je reviendrai. Mais le point le plus important, c'est celui que je disais, c'est l'idée freudienne qu'on peut trouver légitime de posséder plusieurs dossiers mentaux sur une même entité. En tout cas, ça paraît légitime dans tous les cas où vous vous trouvez avec un seul et même objet dans plusieurs relations épistémiquement profitables, plusieurs relations infogénératives, comme je le disais, avec une seule et même entité. Donc, par exemple, c'est un peu pareil que l'exemple de moi et de 7 enfants. Nous sommes dans l'amphi Marguerite de Navarre, mais je peux me représenter le lieu où nous sommes comme étant ici, en vertu du fait, comme j'ai dit, que j'occupe ce lieu, que nous occupons ce lieu. En vertu de cette relation au lieu, nous pouvons y penser à travers un dossier mental spécifique, le dossier ici, qui exploite cette relation au lieu. Mais je peux aussi me représenter ce lieu sous un autre dossier, un dossier stable, qui n'est pas dépendant du fait que je sois en ce moment ici. J'ai aussi un dossier amphi Marguerite de Navarre. Je sais des choses sur l'amphi Marguerite de Navarre. Et quand je quitterai ce lieu, je ne pourrai plus y penser comme étant ici. Mais je pourrais toujours penser à ce lieu comme étant l'amphi Marguerite de Navarre. Donc j'ai en ce moment même la possibilité de me représenter un seul et même lieu sous deux dossiers mentaux distincts comme étant ici, en vertu de cette relation au lieu qui est que je l'occupe, mais je peux aussi y penser à travers le dossier mental amphi Marguerite de Navarre. Et c'est un cas tout à fait analogue. J'ai ces deux dossiers, je sais que je suis dans l'amphi Marguerite de Navarre, donc savoir cela, c'est précisément lier ces deux dossiers. Et il n'y a pas de problème. Le seul problème qui se passe quand on a deux dossiers sur un seul et même objet, c'est quand on ne se rend pas compte que c'est un seul et même objet. Là, on peut faire des erreurs dans les cas freudiens. Mais quand on s'en rend compte et qu'on lie les deux objets, où est le problème? Donc ça, c'est la position freudienne qui donne une justification du fait de choisir la liaison de dossiers plutôt que la fusion de dossiers. Donc, j'y reviendrai plus tard sur ces questions. Je voudrais simplement, encore sur ce sujet, dire un mot de la typologie des dossiers mentaux, pour expliquer notamment ce conflit entre la position de Strawson et celle de gens comme Perry, qui ce sont tous des théoriciens des dossiers mentaux. Mais pour expliquer la différence de leur position, il faut voir qu'il est utile de distinguer deux grandes classes de dossiers mentaux. Jusqu'à présent, j'ai mis l'accent sur des dossiers qui exploitent, comme le dossier ici, une relation particulière, une relation infogénérative particulière au référent du dossier. Donc le dossier ici exploite le fait que nous soyons vis-à-vis d'un certain lieu dans une certaine relation, à savoir que nous l'occupons. Cette relation nous permet d'emmagasiner de l'information simplement par la perception sur le lieu qu'on peut mettre dans ce dossier-là. Le dossier moi, pareillement, exploite une certaine relation à l'objet à quoi ce dossier fait référence, qui est l'identité à nous-mêmes, le fait que nous soyons cet objet. Et cette relation aussi nous permet d'obtenir sur l'objet en question des informations de l'intérieur. Comme je l'ai dit la dernière fois, je ne vais pas y revenir. Donc on a tous ces cas, et ces cas correspondent en fait, dans le langage, les mots ici, je, etc., sont les indexicaux. Donc ces dossiers mentaux qui exploitent certaines relations infogénératives aux objets qui nous permettent, disons, d'obtenir des informations sur l'objet, on peut les appeler des dossiers indexicaux. Mais ce n'est pas les seuls dossiers qu'il y a. Et je voudrais introduire un autre type de dossier que j'appelle un dossier encyclopédique. Et implicitement, j'en ai parlé, car j'ai mentionné le dossier amphi Marguerite de Navarre, le dossier, je ne sais plus que... j'en ai parlé. Le propre d'un dossier encyclopédique, c'est de ne pas exploiter une relation infogénérative particulière au référent. C'est plutôt d'exploiter n'importe quelle relation infogénérative qui se trouverait disponible. Donc ce sont des dossiers opportunistes en quelque sorte. Ce sont des dossiers sur les objets qui nous servent à emmagasiner les informations que nous pouvons glaner sur ces objets, quelles que soient les relations infogénératives à travers lesquelles nous sommes en mesure
de glaner des informations. Les relations infogénératives sont importantes parce que c'est elles qui permettent l'acquisition d'informations. Les dossiers servent à stocker les informations. Mais alors qu'il y a des dossiers qui exploitent spécifiquement telle ou telle relation infogénérative, comme le dossier ici, un dossier comme le dossier Marguerite de Navarre peut exploiter n'importe quelle relation qui nous permet d'obtenir des informations sur l'amphi Marguerite de Navarre. Donc si je lis l'histoire du Collège de France ou ce qui s'est passé quand Jacques Glowinski a piloté la rénovation du Collège de France il y a un certain nombre d'années, etc. Je peux lire des choses sur l'amphi Marguerite de Navarre. Là, c'est le nom amphi Marguerite de Navarre qui va me permettre en quelque sorte qui va me servir de lien, me permettant d'obtenir des informations simplement en lisant ce qui se dit, en employant, à propos de cet amphi, en employant ce mot. Mais je peux aussi apprendre des choses sur l'amphi Marguerite de Navarre de plein de façons. Et puis, en particulier, quand j'y suis comme là et que je regarde, j'apprends des choses sur l'amphi Marguerite de Navarre. Tout ça va dans mon dossier amphi Marguerite de Navarre. Et il n'y a pas de limitation a priori des relations pertinentes. Quelle que soit la façon dont j'apprends quelque chose, à travers quel canal j'apprends quelque chose, si ce que j'apprends c'est sur l'objet sur lequel je possède un dossier encyclopédique, cette information va dans ce dossier. Ça ne veut pas dire que les dossiers encyclopédiques ne sont pas fondés du tout sur des relations infogénératives. La façon dont je représente les choses normalement, c'est que dans le cas des dossiers encyclopédiques, là, il y a une relation infogénérative d'ordre supérieur. Ce qui compte, ce n'est pas telle ou telle relation infogénérative que le dossier exploite, c'est le fait qu'il y ait une ou plusieurs relations infogénératives qui permettent l'acquisition d'informations. Quand vous êtes avec un certain objet, dans cette relation d'ordre supérieur, c'est-à-dire quand il y a une relation générative ou plusieurs avec cet objet qui vous permettent d'obtenir des informations, alors vous êtes dans la relation d'ordre supérieur à l'objet et vous pouvez avoir un dossier encyclopédique qui est fondé sur cette relation. Bon, c'est compliqué et inutile. Mais le point important, c'est que tous les dossiers encyclopédiques, qui correspondent en gros au nom propre, si on veut, tous les dossiers encyclopédiques sont fondés sur la même relation infogénérative d'ordre supérieur. Pour avoir un dossier encyclopédique sur un objet, il faut avoir moyen d'obtenir des informations sur cet objet. Il faut avoir des voies, des canaux qui nous permettent d'obtenir des connaissances, quels qu'ils soient. Et si vous avez moyen d'obtenir des informations sur un objet, vous pouvez ouvrir un dossier sur cet objet, un dossier encyclopédique où vous mettrez ces informations. Dans le cas des dossiers indexicaux, c'est très différent parce que ce sont des dossiers qui exploitent des relations très, très particulières. Donc, dans le cas des dossiers indexicaux, vous pouvez avoir sur un même objet plusieurs dossiers parce qu'ils exploitent des relations différentes. Vous avez un dossier qui exploite telle relation, un autre dossier qui exploite telle relation, vous pouvez en avoir plusieurs. Mais dans le cas des dossiers encyclopédiques, ils n'exploitent pas telle ou telle relation. Vous avez un dossier encyclopédique à partir du moment où vous êtes en relation avec l'objet, en relation informationnelle, mais il n'y a aucune raison d'avoir plusieurs dossiers encyclopédiques sur le même objet, puisque c'est la même relation d'ordre supérieur dans les deux cas. Et la seule raison d'avoir deux dossiers encyclopédiques sur le même objet, c'est le fait que vous croyez à tort qu'il y a deux objets, alors qu'en fait, il n'y en a qu'un. Et donc, si on regarde seulement les dossiers encyclopédiques, qui sont associés, donc, comme je disais, au nom propre, on ne voit pas de raison d'avoir plusieurs dossiers sur le même objet. La seule raison, c'est une erreur de croire qu'il y a plusieurs objets. Or, Strawson, justement, lui, ce qui l'intéressait, c'était les noms propres. L'encyclopédie mentale, notre représentation stable et durable, disons, des objets qu'on se représente typiquement à travers des noms propres. Il ne pensait pas aux dossiers, comme par exemple cet objet, les dossiers fondés sur la perception ou fondés sur ces relations très particulières. Alors que des gens comme John Perry, ce qui l'intéresse avant tout, c'est les modes de présentation très spécifiques associés aux indexicaux du langage, comme je, ici, maintenant, et qui ne peuvent pas être des descriptions, comme le pensait Frege, qui doivent être quelque chose d'autre. Enfin, je dis comme le pensait Frege, Frege ne disait pas ça à propos de je, mais je passe là-dessus. Donc, en fait, c'est parce que Strawson et Perry ne partent pas du même point de départ, disons. La contrainte de Strawson se comprend très bien si on s'intéresse surtout aux dossiers encyclopédiques. Et en revanche, l'idée qu'on ne doit pas fusionner les dossiers, mais qu'on peut avoir plusieurs dossiers simultanément sur un même objet parce qu'on est dans des relations différentes avec le même objet et que c'est légitime, cette idée-là correspond plutôt
à une réflexion qui est issue d'une prise en considération notamment des pensées indexicales, des cas où on pense à un objet à travers une représentation qui exploite une relation contextuelle spécifique à l'objet. En tout cas, je reviendrai là-dessus. Je reviendrai sur le débat entre les partisans de la liaison et les partisans de la fusion. Et pour que vous sachiez, au final, je défendrai la position de Strawson tout en l'aménageant de façon qu'elle puisse, disons, aussi intégrer les idées freudiennes. Mais bon, j'y reviendrai encore une fois dans 15 jours. Maintenant, je voudrais, dans mon titre, j'avais identité, identification, éco-référence. Je voudrais poursuivre sur cette question de la représentation de l'identité dans l'esprit. Dans le modèle strawsonien, comme l'a fait remarquer Millikan dans le passage que je vous ai lu, les dossiers mentaux en tant que particuliers, des choses particulières dans l'esprit, sont des marqueurs d'identité, puisque l'identité numérique du dossier représente, d'une façon que j'ai dite iconique, l'identité numérique du référent. Et donc, s'il y a plusieurs dossiers dans l'esprit, ça implique qu'il y a plusieurs entités dans le monde à quoi ces dossiers correspondent. Et c'est ça qui justifie la norme strawsonienne. S'il y a deux dossiers encyclopédiques qui concernent le même objet, il faut les fusionner. Mais que les dossiers mentaux soient des marqueurs d'identité, c'est une conclusion qu'on peut obtenir par une toute autre voie, en examinant le phénomène de la coréférence. Alors, qu'est-ce que c'est que la coréférence? C'est quand vous avez une représentation, par exemple une représentation linguistique, des mots, ou des représentations mentales, des concepts, des pensées, des dossiers mentaux. Quand vous avez deux représentations linguistiques ou mentales qui se rapportent au même objet, donc qui font référence au même objet, on dit qu'il y a coréférence. C'est ça l'idée de coréférence. Mais ce qui est important, et ce que je veux vous dire maintenant, c'est qu'il y a deux types de coréférence. C'est très important de les distinguer. Ces deux types de coréférence, j'appelle ça la coréférence de facto, de fait, et la coréférence de jure, de droit. Alors, en gros, ça correspond à ça. La coréférence de facto est quelque chose qui est opaque, ou qui en tout cas peut l'être, au sens où vous pouvez avoir deux représentations qui font référence au même objet sans le savoir. Vous n'êtes pas forcé de vous en rendre compte. Et donc, c'est ce qu'on a vu avec les cas fréliens. Dans les cas fréliens, vous avez un sujet qui a deux représentations distinctes, elles correspondent au même objet, mais le sujet ne s'en rend pas compte. C'est ça que je veux, quand je dis que la coréférence, dans ces cas-là, la coréférence de facto, vous avez deux dossiers distincts, dossier 1, dossier 2, qui renvoient à la même référence. Cette coréférence de facto, je dis qu'elle est opaque parce que le sujet n'est pas forcé de s'en rendre compte que c'est le même objet. Il peut s'en rendre compte, mais il peut aussi ne pas s'en rendre compte. Donc, parce que à quoi vous faites référence quand vous déployez une représentation? Ça dépend du monde, ça dépend de savoir quel est l'objet, par exemple, en face de vous. Vous n'êtes pas forcé de vous rendre compte que l'objet en face de vous, c'est le même objet que vous avez vu la semaine dernière et pour lequel vous avez une représentation issue de la mémoire. Vous n'êtes pas forcé de vous en rendre compte. C'est le fait que, dans la réalité, l'objet qui est devant vous, c'est le même objet que vous avez vu la semaine dernière. C'est ça qui compte. C'est un fait empirique dont vous n'êtes pas nécessairement conscient. En revanche, ça c'est l'autre cas, la coréférence de jure. Si le sujet fait les deux fois référence à un objet sous le même mode de présentation ou en déployant le même dossier mental, alors il ne peut pas ne pas savoir qu'il fait référence au même objet. Parce que la référence, c'est la référence du dossier mental. Si vous déployez le même dossier mental deux fois, c'est forcément le même objet que vous visez. Donc quand vous faites référence deux fois à travers le même dossier mental, vous savez nécessairement que vous faites référence au même objet, et là, la coréférence est de droit, c'est quelque chose qui est transparent. Vous savez qu'il y a coréférence. C'est forcé, il ne peut pas ne pas y avoir coréférence dans ce cas-là. Donc c'est très différent des cas fréliens. Les cas fréliens, le sujet ne sait pas qu'il y a coréférence. Mais il y a aussi des cas où le sujet sait qu'il y a coréférence, mais néanmoins, c'est quand même de la coréférence de facto. C'est pourquoi j'ai dit que dans les cas de coréférence de jure, le sujet ne peut pas ne pas savoir. Ce n'est pas juste que le sujet sait que c'est le même objet, c'est qu'il ne peut pas ne pas le savoir. C'est ça qui est important. Avant de parler de ça,
je vais introduire une idée chez Hans Kamp tout à fait analogue. Il parle à propos des cas frégiens, il parle de contradiction. Vous attribuez à un même objet des propriétés contradictoires. Il dit qu'il y a deux sortes de contradictions. Il y a les contradictions externes, c'est-à-dire qui ne sont pas représentées dans l'esprit. Comme si vous dites A et F, A a la propriété F, mais B n'a pas la propriété F. S'il se trouve que A et B sont la même chose, c'est une contradiction, mais elle n'est pas représentée dans l'esprit, parce que dans l'esprit, vous utilisez la représentation A une fois, la représentation B une autre fois. Donc, que ce soit le même objet n'est pas apparent. Ce qui est apparent, c'est la représentation qui est déployée, et ce n'est pas la même. En revanche, si vous pensez A est F, mais A n'est pas F, vous déployez là deux fois la même représentation. Donc, Kant lui parle de représentation quasi-linguistique, mais ça revient exactement au même. Là, vous déployez deux fois la même représentation, et la contradiction, cette fois, elle est apparente. Dans l'esprit, elle est transparente. Donc, un sujet rationnel n'a pas le droit de penser A est F, mais A n'est pas F. En revanche, un sujet rationnel peut parfaitement penser A est F, mais B n'est pas F, même si A se trouve être B. OK, maintenant, ce que je vous disais, c'est que pour qu'il y ait coréférence de jure, il ne suffit pas que le sujet sache que c'est le même objet. Quand je dis que la coréférence est opaque, dans les cas de facto, je veux dire que le sujet n'est pas forcé de se rendre compte qu'il y a coréférence. Alors que quand la coréférence est de jure, le sujet est forcé, ne peut pas ne pas savoir qu'il y a coréférence. Donc il y a vraiment une notion modale ici qui est forte, ce n'est pas juste savoir ou ne pas savoir, c'est être forcé de savoir ou pouvoir ne pas savoir. Donc voilà un exemple classique dans la littérature sur l'anaphore. L'anaphore, le thème de l'anaphore, le thème linguistique de l'anaphore est évidemment lié à celui de la coréférence, car l'anaphore, c'est une façon de marquer dans le langage la coréférence. Là, vous avez un cas où une première personne dit « Qui est ce type là-bas ?» et l'autre personne, Marie, lui répond « Il vient d'enfiler le manteau de Jean, donc, bien sûr, c'est Jean. » Parce que qui d'autre irait mettre le manteau de Jean? Donc on voit quelqu'un au loin, on se demande qui c'est, et Marie voit que cette personne est en train de mettre le manteau de Jean, qu'elle identifie, et donc on peut identifier la personne comme étant Jean. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que d'abord, il me semble que le pronom « il » qu'emploie Marie ici est associé à un certain dossier mental qui est en gros un dossier démonstratif pour ce type là-bas qu'on voit et qui est en train d'enfiler son manteau. Et je pense que le « il » de Marie est anaphorique sur le démonstratif « ce type » dans l'énoncé de Pierre. Pierre a dit « ce type » et en disant « il », Marie renvoie à cette représentation, et donc je pense que le pronom « il » partage avec l'expression démonstrative « ce type » le fait d'être associé à un certain type de dossier sur le référent, qui est un dossier fondé sur la perception, le fait qu'on est en train de regarder le type en question. En revanche, le nom Jean est associé plutôt à un dossier encyclopédique sur Jean, où on met tout ce qu'on sait sur lui, peut-être un autre type de dossier, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas un dossier démonstratif, c'est un dossier durable, stable, que l'on possède sur cet individu et qu'on associe au nom propre. Donc, ce n'est pas le même dossier mental. Mais Marie sait que ces deux dossiers mentaux, ce type, Jean, font référence au même individu. Elle a compris que le type qu'il voit, c'est Jean. Elle a compris ça, peut-être elle a inféré du fait qu'il mette le manteau, ou peut-être même qu'elle le savait et qu'elle invite plutôt Pierre à remarquer le fait qu'il met le manteau de Jean et à penser pour lui-même que c'est forcément Jean. Donc ici, Marie, au moins, sait que c'est le même individu, elle sait qu'il y a coréférence, elle sait que le pronom « il » dans sa bouche et le nom propre « Jean » font tous deux référence à la même personne. Elle le sait, et c'est pour communiquer cette information à Pierre qu'elle le dise, car le « c'est Jean » ici, c'est un énoncé d'identité. Il vient d'enfiler le manteau de Jean, donc c'est Jean. C'est un énoncé d'identité sur l'identité de cette personne que nous regardons et de Jean. Elle énonce cette identité vis-à-vis de Pierre pour que Pierre sache aussi que c'est le même individu. Et néanmoins, je dis que c'est quand même de la coréférence de facto parce que, pour revenir au schéma que j'avais ici,
c'est quand même du côté gauche, c'est-à-dire qu'il y a deux dossiers, comme je disais, il y a deux dossiers distincts, il y a un dossier 1 et un dossier 2, il y a un dossier démonstratif, un dossier encyclopédique associé à un nom propre, ils font référence au même individu, et là, il se trouve que le sujet le sait, mais on ne peut pas dire que le sujet ne peut pas ne pas le savoir. Tout d'abord, Pierre, lui, ne le sait pas, qui déploie les deux mêmes dossiers. Et même, on pourrait avoir un dialogue comme le suivant. Pierre pourrait nier explicitement que ce soit le même individu. Donc, après la réplique de Marie qui dit « il vient d'enfiler le manteau de Jean, donc c'est Jean », Pierre pourrait dire « mais non, tu te trompes, il vient d'enfiler le manteau de Jean, mais ce n'est pas Jean ». Donc, lui-même pourrait avoir remarqué que ce n'était pas Jean et qu'il enfile le manteau de Jean. Et donc là, c'est clair que lui n'accepte pas, il ne croit pas à la coréférence. Or, ce qui est important, c'est que la croyance au fait qu'il y a coréférence, le fait que Marie juge qu'il y a coréférence, le fait qu'elle sache cela, c'est quelque chose de contingent. Elle le sait, mais elle pourrait ne pas le savoir, au sens où, après que Pierre a dit ça, elle pourrait changer d'avis. Or, dans un cas de coréférence de jure, ça ne peut pas se produire. Dans le cas de coréférence de jure, non seulement vous savez qu'il y a coréférence, mais vous ne pouvez pas ne pas le savoir. C'est quelque chose qui vous est en quelque sorte imposé. Pour illustrer ça, il faut regarder un vrai cas d'anaphore, au sens des linguistes. Donc, vous avez l'énoncé, ici, oui, c'est pas... J'aurais jamais dû utiliser les I et les J pour marquer la coréférence parce que... Enfin bon, en tout cas, vous avez l'énoncé « J'ai croisé Jean au marché, il portait un curieux chapeau ». Il, ici, est dans l'interprétation que je vous propose, et j'ai marqué avec le même petit indice pour... Je veux signaler qu'il s'agit précisément que le « il » est anaphorite sur Jean, qui est l'antécédent. Quand vous dites « J'ai croisé Jean au marché, il portait un curieux chapeau », il est censé hériter la référence de l'antécédent Jean. Alors évidemment, le pronom « il » peut s'interpréter de plusieurs façons, comme un pronom anaphorique, comme ici, il hérite à ce moment-là la référence de l'antécédent, mais on peut aussi interpréter le pronom « il » comme un pronom déitique, qui vise à faire référence à quelque chose dans l'environnement. Donc j'aurais pu dire « J'ai croisé Jean au marché », et puis, en montrant quelqu'un d'autre du doigt, dire « il portait un curieux chapeau », auquel cas je fais référence à deux personnes différentes. Et il y a aussi le cas un peu spécial où on aurait un emploi déitique et où la personne que je montrerais se trouverait n'être autre que Jean lui-même. Je dirais « j'ai rencontré Jean au marché, il portait un curieux chapeau », et là je montre Jean, c'est un emploi déitique. Mais le point important, c'est que quand vous avez un emploi déitique de « il », le dossier mental associé à cet emploi, c'est un dossier de type démonstratif, etc., lié à la perception, dossier distinct du dossier déployé avec l'antécédent Jean, en l'occurrence. Il y a deux dossiers distincts. Donc vous pouvez vous réaliser que c'est le même objet ou pas. Vous n'êtes pas forcé. Mais dans les cas anaphoriques proprement dit, comme dans l'interprétation anaphorique ici, de « j'ai croisé Jean au marché, il portait un curieux chapeau », là, si vous ne comprenez pas que « il » fait référence à Jean, ça veut dire que vous n'avez pas compris l'énoncé. Si vous comprenez ce que vous dit la personne qui vous parle, dont l'intention est une intention justement anaphorique, si vous comprenez ce qu'il vous dit, vous comprenez que « il », c'est Jean, c'est quelque chose qui est imposé linguistiquement. Et c'est quelque chose qui est imposé par le sens même de ce qui est dit. Ce n'est pas un fait empirique que vous pouvez connaître ou ne pas connaître. C'est un fait qui est encodé dans l'énoncé lui-même, de sorte que, pour autant que vous compreniez l'énoncé, vous êtes forcé d'accepter ce fait, cet élément de coréférence. Alors ça, c'est une chose qu'on ne trouve pas seulement avec l'anaphore. On trouve ça, enfin en tout cas selon Kit Fine, qui dit ça dans son livre sur le relationnisme sémantique. Ce qu'il dit, lui, c'est qu'on trouve ce phénomène avec les noms propres quand vous avez un même nom propre qui est utilisé plusieurs fois dans un discours, au moins dans les cas normaux, disons, c'est un peu délicat exactement comment le formuler, mais en tout cas, ce qu'il nous dit, c'est supposons que vous disiez Cicéron est un orateur dans votre discours, vous commencez, ensuite vous dites Cicéron était honnête, vous dites des choses sur Cicéron. Et avec l'intention, dit-il, d'employer le nom de la même façon dans les deux cas. C'est ça qui est un peu bizarre. Ce qu'il veut dire, c'est que vous employez le nom Cicéron, qui est le nom de l'orateur romain, et puis vous l'employez plusieurs fois. Et bien, dans un cas de ce genre, dit-il, quiconque se pose la question de savoir
si la référence est la même dans les deux cas, trahit son manque de compréhension de ce que vous avez voulu dire. Donc là aussi, l'idée, c'est que la coréférence dans ces cas-là, elle fait partie du sens même de ce que vous dites. Et la façon dont j'interprète moi tout cela, c'est que dans tous ces cas-là, l'auditeur est censé, quand il y a un nom qui est un antécédent suivi par un pronom anaphorique, ce que doit faire l'auditeur, c'est qu'il déploie un certain dossier mental quand il entend le nom propre, qui est son dossier mental pour le référent, et ensuite il est censé redéployer le même dossier quand il traite, disons, le pronom. C'est le même dossier dans les deux cas. C'est ça l'anaphore. Et si l'auditeur ne comprend pas ça ou ne fait pas cela, c'est qu'il n'a pas compris. Il a donné une mauvaise interprétation à l'énoncé. Et c'est pareil dans le cas du nom. Vous avez ce nom propre qui est associé à un certain dossier mental. Vous avez d'autres occurrences du même nom propre. Et pour autant que l'intention du locuteur soit d'employer à chaque fois le même nom propre, ce que doit faire l'auditeur, c'est redéployer à chaque fois le même dossier. Il s'agit, et se poser la question de savoir si c'est le même référent, ça veut dire que vous déployez des dossiers différents. Parce que ça ne peut être des référents différents que si c'est des dossiers différents. Si c'est des dossiers différents, ça peut être le même référent, mais ça peut aussi être des référents différents. Si c'est le même dossier à chaque fois, par contre, ça ne peut que être le même référent. Donc si l'auditeur se pose la question de savoir est-ce que c'est bien le même référent, ça veut dire qu'il ouvre des dossiers différents, et ça veut dire qu'il n'a pas compris le sens. Alors, bien entendu, ça peut arriver que dans un même discours, quelqu'un emploie plusieurs fois, par exemple, dans le cas du nom Aristote, on peut imaginer un discours, j'avais fait ça à un moment, de fabriquer un discours où il y a plusieurs occurrences du mot Aristote. Donc il y a certaines occurrences qui font référence aux philosophes, mais dans le même discours, il y aurait d'autres occurrences qui feraient référence à Onassis, Aristote Onassis, celui qui a épousé Jackie Kennedy. Dans mon exemple, c'était justement un exemple sur Jackie Kennedy, un voyage en yacht où elle lit la métaphysique d'Aristote, et en même temps, il y avait Aristote aussi. Il y a un petit air de famille entre les deux, je trouve, en tout cas sur ces photos-là. Donc on peut très bien avoir un discours où vous avez une occurrence d'Aristote qui fait référence aux philosophes, une autre occurrence qui fait référence au magnat Aristote Onassis. Et pareil, dans le cas de Hill, c'est comme tout à l'heure, j'ai rencontré Jean au marché Hill. Il est possible d'avoir des pronoms Hill suivant des noms qui ne soient pas anaphoriques sur le nom qu'ils suivent et qui seraient leur antécédent, mais des pronoms qui seraient, eux, déictiques et qui feraient référence à toute autre chose. Et on peut même imaginer des cas où le pronom déictique fait référence au même référent que le nom qui précède, à ceci près que les deux dossiers mentaux ne sont pas les mêmes. D'abord, vous avez le dossier mental encyclopédique associé au nom propre. Ensuite, vous ouvrez un dossier démonstratif pour il, et le il se trouve être la même personne, mais c'est de la coréférence de facto. C'est quand même à travers deux dossiers mentaux différents que vous faites référence au même objet. Le point important, c'est que dans les cas de coréférence de jure, la coréférence de jure dans la pensée, c'est le fait que vous déployez plusieurs fois le même dossier. Vous redéployez plusieurs fois le même dossier. Et forcément, c'est la même référence. Il y a forcément coréférence entre ces différents déploiements, et cette coréférence, elle est transparente au sujet. Le sujet ne peut pas ne pas savoir que c'est le même objet. Donc ça, c'est la coréférence dans la pensée. La coréférence de facto dans la pensée, c'est vous déployez des dossiers différents, et il se trouve que ça correspond au même objet, et vous pouvez le savoir ou ne pas le savoir. Et linguistiquement, il me semble que la coréférence de jure, c'est un phénomène qui est encodé linguistiquement. En tout cas, encodé linguistiquement, ça pose des tas de problèmes, parce qu'il y a des niveaux dans le langage, etc. Que veut dire encoder? Donc il y a plein de problèmes. Je n'ai pas du tout l'intention de parler de ce genre de problème, mais je veux simplement dire, si par encoder, on veut dire simplement que considérons qu'il y a une différence entre le sens de l'énoncé, ce qui fait partie du sens d'un énoncé, ce qu'on comprend quand on comprend l'énoncé, ce qu'on doit savoir si on comprend l'énoncé, d'une part,
et les connaissances empiriques sur le monde d'autre part. Il y a cette différence-là. Et ce que je dis simplement, c'est que quand il y a anaphore, quand il y a ce lien entre un pronom anaphorique et son antécédent, et bien dans ce cas-là, le fait qu'il y a coréférence entre les deux, le fait que ces deux choses font référence, le pronom et le nom font référence à la même chose, c'est quelque chose, cette identité, disons, du référent, dans les deux cas, fait partie du sens de l'énoncé. Donc si vous ne comprenez pas que c'est le même objet dont il est question, ça veut dire que vous n'avez pas compris l'énoncé. Là, alors que dans le cas de la coréférence de facto, si vous n'avez pas compris que c'est le même objet, ben c'est simplement qu'il y a un fait empirique que vous ne connaissez pas, mais ça ne met pas du tout en cause votre compréhension de l'énoncé. Comme dans l'exemple dans le deuxième exemple où vous avez des indices, enfin, j'ai croisé Jean au marché, il, deitic, on pointe vers quelqu'un, portait un curieux chapeau. Supposez qu'on soit dans le cas de figure que je vous disais, c'est-à-dire qu'on soit dans une pièce, vous et moi, et puis il y a une troisième personne. Et je vous dis, j'ai rencontré Jean au marché, il portait un curieux chapeau, et là je montre l'autre personne. La personne à qui je m'adresse peut ne pas savoir que la personne que je montre du doigt, c'est Jean. Mais à ce moment-là, cette personne a quand même très bien compris l'énoncé. Ce que disait l'énoncé, c'est d'une part que j'ai croisé Jean au marché, et d'autre part que cette personne portait un curieux chapeau. La personne a compris. Le fait de comprendre que c'est la même, que l'individu, la référence, c'est la même, que la référence du pronom deitic, c'est la même que la référence du nom, c'est quelque chose qui est en dehors du sens. C'est simplement un fait empirique. Un fait empirique que, éventuellement, comme dans l'exemple tout à l'heure que je donnais avec il a mis, ce n'est pas Jean parce qu'il a mis le manteau de Jean, donc c'est Jean, un fait empirique qu'on peut même nier, tout en comprenant parfaitement l'énoncé. Il peut y avoir un débat sur ce fait empirique. En revanche, quand l'identité fait partie du référent, quand la coréférence fait partie du sens même de l'énoncé, vous ne pouvez pas nier ça. Ça fait partie du sens de l'énoncé. Ce n'est pas un fait extérieur sur lequel on peut avoir des avis différents. Ça fait partie du sens même. Et donc, dans la théorie que je vous propose, c'est dû au fait, la coréférence de jure dans ces cas, le fait qu'on ne puisse pas ne pas savoir que c'est du même objet qu'on parle, est dû au fait que les deux expressions linguistiques sont associées au même dossier mental, de sorte que toute divergence référentielle entre eux est exclue. Pour autant que le locuteur réussisse à faire référence, ça c'est encore une autre affaire de savoir s'il réussit, mais pour autant qu'il réussisse à faire référence, il fait nécessairement référence à la même entité les deux fois. Et le fait que, je dis plus, le fait que les deux expressions linguistiques, quand il y a cette relation anaphorique, ou plus généralement la relation de coréférence de jure, parce qu'on ne parle pas d'anaphore quand c'est deux occurrences du même nom propre, mais ce que dit Titfein, c'est la même chose. Dans tous ces cas-là, la coréférence des deux expressions est impliquée par l'identité des représentations mentales qui leur sont associées, et cette identité est elle-même partie intégrante du sens de l'énoncé ou du discours. Donc il y a dans le cas au moins de l'anaphore, comme je vous dis, il me semble qu'il y a une sorte d'instruction, l'emploi d'un pronom anaphorique oblige l'auditeur à redéployer le même dossier mental. Évidemment, le fait qu'un pronom comme « il » soit en quelque sorte ambigu entre une lecture anaphorique et une lecture deictique complique les choses. Il faudrait peut-être prendre des cas où on ne peut avoir qu'une lecture anaphorique pour une certaine expression. Et à ce moment-là, le sens d'une telle expression, c'est une instruction du genre redéployer le dossier mental que vous avez déployé en association avec l'antécédent. Il y a cette idée que l'anaphore hérite la référence de son antécédent. En tout cas, le phénomène central, c'est cette idée qu'il y a ces deux types de coréférence. Il y a le cas où c'est le même, que ce soit dans le cas du langage, où vous employez des mots, ou que ce soit dans la pensée. Il y a un cas où c'est le même dossier mental qui est déployé deux fois et la coréférence est obligatoire, transparente, on n'y échappe pas. Elle ne peut pas être mise en cause.
Et il y a les cas où c'est deux dossiers différents, auquel cas la coréférence est quelque chose de contingent et d'empirique. Il se peut que ces deux dossiers correspondent au même objet, mais ce n'est pas quelque chose qu'on sait a priori. Alors que dans l'autre cas, c'est a priori, ça fait partie du sens des mots. Alors, je continuerai à parler un peu de ça, de ces choses la prochaine fois à travers un autre biais. En tout cas, je poserai aussi la question de savoir s'il n'y a pas d'autres explications de ces phénomènes que cette explication que je donne en termes de dossiers mentaux. Est-ce que, notamment, on ne peut pas supposer qu'il y a des sortes d'énoncés d'identité implicites dans certains cas qui jouent un rôle et pas dans d'autres, etc. Enfin, je reviendrai un petit peu sur ces questions. En tout cas, je continuerai sur la question de l'identité, mais l'angle sous lequel j'aborderai les choses sera un peu différent parce que je vous parlerai de ce que j'appelle l'inférence de Campbell, mais là, il est trop tard pour que je vous dise ce dont il s'agit. Donc, j'ai fini, mais si quelqu'un veut poser une question, il reste quelques minutes. Non, eh bien, très bien, on peut finir quelques minutes en avance. Merci.